Alors, bonjour à tous. On va démarrer. Alors, je me présente, Patrick Valibus. Donc, j'ai créé 410 Gone, qui est une société qui a une double expertise à la fois SEO et e-commerce. Donc, à la fois sur l'aspect stratégique et implémentation. Et c'est ce qu'on va voir dans cette conf très orientée SEO, qui va être comment mieux concevoir son SEO à l'aide du clocking et aussi comment l'implémenter. Donc, il y a vraiment deux étapes. Voilà. Alors, le clocking, avant de vous expliquer ce que c'est, je vais surtout vous dire à quoi ça sert. Ça va vraiment vous servir en SEO à optimiser ce qu'on appelle le crawl budget. Donc l'optimiser, du coup, comme vous le voyez, de deux manières. Un, mieux utiliser celui que vous avez déjà, et également comment en acquérir un peu plus. Voilà. Donc, tout d'abord, quelques définitions pour ceux qui ne connaîtraient pas. Tiens, déjà, petit sondage à main levée. Qui fait du SEO dans la salle ? Ok. Qui sait ce que c'est que le clocking ? Bon, une bonne moitié. Alors, d'abord, petit rappel, parce que je vais vous parler de clocking white hat. Alors, en SEO, la différence entre white hat et black hat, moi je le définis comme ce qui peut vous causer une pénalité sur Google, ce qui engendre un risque. Voilà, on va se limiter à ça. Pas d'aspect légal, etc. La seule loi qui vaut, pour le coup, c'est plutôt Google. Le clocking, en tant que tel, qu'est-ce que c'est ? Ça va être le fait de mettre en place un algorithme, un script, qui va vous permettre d'afficher deux choses selon l'entité qui est en train de se balader sur votre site. Le cas le plus courant qu'on va voir aujourd'hui, c'est quand c'est Google, vous affichez une chose, quand c'est un visiteur, vous affichez autre chose. Le PageRank, donc le PageRank qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques années, qui n'est maintenant plus diffusé facilement par Google, mais qui est toujours utilisé, reste une composante intégrante de l'algo, qui va être en fait la note de notoriété de votre page, que ce soit en interne du site ou au global sur Internet. Et dernière chose, le crawl budget dont je vous parlais, c'est vraiment en fait le temps que Google va s'accorder à passer sur votre site web. Donc, petit point un peu technique à comprendre, pour bien comprendre la suite, c'est comment marche en fait Googlebot. Googlebot, quand il se pointe sur votre site, c'est pas un humain, c'est un robot. Et ce robot, qu'est-ce qu'il fait ? Il démarre sa journée de boulot, il fait comme vous, il regarde qu'est-ce que j'ai à faire. Du coup, il se voit qu'il a toute une liste d'URL à parcourir. Dans cette liste d'URL, il va en prendre une première, il va essayer de la trouver. S'il la trouve, et bah, du coup, il regarde ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va vraiment se contenter de regarder le HTML. Et il ne va pas suivre les liens, il ne va pas cliquer sur les liens comme vous le faites vous. Ça, il faut se l'enlever de la tête complètement. Ce que Google va faire pour trouver des liens, c'est simple, il va regarder tout ce qui ressemble à une URL. Donc, pour faire simple, tout ce qui commence par HTTP, que ce soit dans une balise href ou autre. Et ça, on va le voir. Le gros problème, c'est si jamais vous avez, par exemple, des URL HTTP qui sont à l'intérieur d'un commentaire d'un mec qui a fait un joli commentaire de sa balise CSS pour dire, voilà, j'ai fait un CSS qui fait ça. Ben, en fait, c'est comme si vous faisiez un lien pour Google, ça. Et une fois qu'il a fini donc de lister tout ça, il les ajoute à sa crawl queue et il ira les parcourir une prochaine fois et hop, il s'arrête et il recommence et ainsi de suite. Voilà. On y reviendra juste après. Donc voilà, je vais vous parler de clocking white hat aujourd'hui. Donc il n'y a pas de pénalité à craindre par rapport à ce que je vais vous dire. Bon alors, vous vous dites peut-être que les bords du chapeau sont un peu flous. C'est pas que les bords du white hat sont flous, c'est juste une quiche en design, il ne faut pas se leurrer. Voilà. Donc, pour mieux utiliser votre budget, ça c'est la première partie, déjà sur l'existant, sans retoucher grand-chose. L'important, ça va être de faire de l'analyse de log. L'analyse de log, petit rappel, ça va être d'aller prendre tous les logs des passages de Googlebot sur votre site et du coup de regarder toutes les URL qu'il va toper. Bon, ça va surtout marcher pour les URL internes, bien sûr. Si vous avez des URL vers des sites externes, là c'est autre chose qu'il faut voir, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Et du coup, vous allez regarder ce que je vous disais, tous les liens qui vont être, par exemple, vers une source de données d'un graphique en JSON, bah, potentiellement, vous allez voir que Google il va taper dessus. Sauf que cette page-là, ce JSON, vous en fichez, Google il ne va pas savoir l'interpréter, ça ne va rien vous apporter en SEO, et c'est un clic pour Google. Mettons que vous avez droit sur votre site à, je sais pas, 500 clics par jour, que vous avez 100 graphiques, bah, vous allez en cramer 100 de clics potentiellement pour aller voir un fichier qui ne vous apporte rien en SEO. Donc ça, l'analyse de log, ça va vous aider. Et derrière, vous dites, bon, ok, je sais qu'il faut l'enlever, mais je ne peux pas enlever ce fichier de mon site. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir le bloquer uniquement pour Google. Ça, on le voit juste après sur la partie un peu plus technique. Et du coup, en fait, ça va vous permettre de rediffuser, comme vous le souhaitez, en fait, le passage de Google vers les pages qui sont intéressantes. Et celles qui ne sont pas intéressantes,
Vous allez gérer qu'il n'y aille pas. Là. Sur la partie comment augmenter votre budget. Alors là, on va rentrer dans des choses un peu plus techniques, on va parler de sémantique. Donc, pour bien comprendre les deux graphiques, les deux que vous voyez là, c'est un site web, ça. C'est le maillage d'un site. Alors, la taille d'un rond correspond à sa note de PageRank interne. Plus il est gros, plus elle est élevée. Et la couleur, en fait, correspond en fait, à ce qu'on appelle un cluster sémantique. C'est-à-dire si tout ce qui est rouge, ça correspond au même champ sémantique. Ce que vous voyez sur l'étape avant, à gauche, c'est qu'il y a des couleurs un peu partout, qu'il y a des points qui sont un peu gros, on ne sait pas trop ce que c'est. Pour faire simple, c'est le bordel. Et à droite, c'est après. Donc vous le voyez, c'est quand même vachement plus harmonieux. Vous avez tout un tas de couleurs qui sont bien regroupées. On note qu'il y a des silos qui sont mis en place et que les points sont mieux répartis. Donc ça, en fait, c'est quoi? C'est un clocking qui a été mis en place, qui a permis d'arrêter, par exemple, d'envoyer du jus vers les mentions légales, les pages contacts ou des liens entre pages qui n'avaient strictement aucun sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google, la manière dont il va se balader et ce qu'il va aimer, ça va être d'avoir une page qui parle d'un sujet A, qui fait un lien vers une autre page du même sujet A. Imaginons que vous êtes sur une page qui parle, je sais pas, d'ordinateur portable et qui fait un lien vers je sais pas, des bouteilles d'eau. C'est complètement aberrant pour Google, ça n'a aucun intérêt. Et donc l'idée avec le clocking, ce qu'on va voir juste derrière, ça va être de vous permettre de faire cette vraie segmentation. Le cas classique, c'est vous prenez sur la Fnac, vous pouvez tout à fait être sur une page de Dora l'exploratrice pour un DVD, hein, ça arrive, et vous allez avoir via le méga menu un lien vers les fours micro-ondes. Voilà. D'un point de vue sémantique, ça fait aucun sens, mais pourtant, pour vos utilisateurs, vous allez laisser l'accès, ou même si vous êtes prestataire SEO, votre client il va vous dire « ouais, mais moi je veux que ça reste » et il ne va pas forcément tout comprendre ça. Donc l'idée, ce qu'il faut retenir aussi dans le clocking, c'est que ça va vous permettre de réconcilier les SEO et les UX designers. Vous avez forcément tous eu ce débat un jour « ouais, mais je veux laisser ce lien parce que c'est utile ». Voilà. Si vous ne l'avez jamais eu, bravo. Ou alors vous faites déjà ça. On va parler un peu technique maintenant. Alors, il y a deux manières en fait de faire du clocking. La plus sûre pour moi, ça va être de le faire côté back-end en développement PHP. La manière un peu plus soft et moins compliquée, mais plus compliquée à maintenir, ça va être la partie JavaScript. Je vais vous parler des deux. Alors, sur la partie PHP, donc vous avez un beau schéma à droite. C'est la première fois, je crois, que je le diffuse en public, celui-là. C'est le schéma de comment fonctionne l'outil qui est là, qui est gratuit, InClocking Veritas, qui est un framework PHP qui vous permet de faire du clocking. L'idée, en fait, pour faire du clocking en back-end, c'est que vous allez faire plusieurs choses. Vous allez identifier Google qui se balade sur votre site avec son user agent, son IP, et pour être sûr que c'est bien lui, vous allez faire ce qu'on appelle un reverse DNS, et vous allez checker qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de se foutre de vous et qui essaye de se faire passer pour Google. Là, vous verrez dans ce schéma, il y a aussi une couche de cache qui vous permet de ne pas faire ce test à chaque fois, et du coup, ça n'a pas d'impact sur les perfs. Donc ça a été testé, ce truc-là, avec du JMeter, pour ceux qui connaissent, c'est robuste. Voilà. L'idée, vous avez un petit exemple de script PHP que vous avez à gauche. C'est une clocking d'entête HTTP où, par exemple, vous pouvez détecter que si c'est Google, du coup, facilement, avec le framework, vous allez envoyer une 410. Une 410, c'est quoi? C'est une requête Apache, c'est un statut Apache qui va dire à Google, cette page, arrête de la voir, elle est partie, ça sert à rien. Et du coup, ça, c'est typiquement le cas que vous allez pouvoir cloquer en fait la réponse. Imaginons demain, vous avez un site e-commerce. Vous avez forcément vu passer 2-3 fois tout un tas de requêtes qui sont sur les facettes. Vous savez, le truc qui va trier les chaussures de votre page catégorie par prix croissant, prix décroissant, les bleus, les vertes. Sémantiquement, elles valent toutes exactement la même chose. Vous allez me dire, ouais, j'ai mis une canonical. Il va aller voir Google, il s'en fiche. C'est du crawl budget de dépenser. Il ne va pas vous considérer de duplicate content, mais il va vous bouffer du crawl budget pour ça. Du coup, ce que vous allez faire, c'est quand vous détectez que c'est Google et que ce n'est pas la page qui vous intéresse, vous lui balancez une 410. Et votre utilisateur, lui, va pouvoir continuer de se balader sur les facettes qu'il a potentiellement mis en favori et qu'il a l'habitude d'aller regarder régulièrement. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est ce qui va faire du clocking de lien. Donc, il faut savoir qu'on reste dans le white hat tant qu'on fait que du clocking de maillage interne. C'est-à-dire qu'on joue sur la partie de ce qui va être ajouté à la crawl queue tout à l'heure de Google, si vous vous souvenez le premier schéma. Donc du clocking de lien, comment ça se passe? Ouais, on voit à peu près. L'idée, en fait, un lien, c'est composé quoi? C'est composé de l'URL vers laquelle je la renvoie et de l'encre du lien. En clocking, ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder uniquement l'encre
texte du lien. Vous allez enlever toute la partie là, href, ndd.com, lien vers la page, et le /a derrière. Et on voit le rendu. Je vais les faire sur l'autre, j'ai un peu délaissé l'autre tableau. Je vais venir vous voir. Alors, vous le voyez ici, ça c'est un exemple de rendu d'un clocking. On voit ici dans le cache de Google, si on fait un cache de points, on peut voir le rendu de votre clocking. Vous avez ici à gauche les 2 points, il y a un petit peu de CSS qui change, et à droite, vous voyez la version utilisateur ou des liens qui restent totalement cliquables. L'idée, en fait, pour que le clocking soit propre et que vous n'ayez pas de soucis par rapport à Google, c'est que la version texte brut du site, donc c'est ce que vous pouvez afficher dans la Search Console si vous allez voir le rendu d'une page, c'est que la version texte brut soit ISO en version Google et en version utilisateur. Ce qui fait que du coup, vous n'avez pas d'impact sur le contenu et du coup, pas de risque de pénalité. C'est une notion qu'il faut vraiment maîtriser, sinon vous prenez quelques risques. Maintenant, sur la partie JavaScript, si vous n'êtes pas dev, vous n'êtes pas dev côté PHP, etc., ou que c'est un peu compliqué de le mettre en place, vous pouvez aller taper dans le JS. En JS, en fait, un lien, ça va être pareil. On retrouve la même démarche, je vous ai dit tout à l'heure, une URL, ça va être un HTTP, tout ça. Ceci, ici, est une URL et un lien cliquable. Alors, ce qu'on retrouve, en fait, c'est qu'on a ici une classe démo qui va permettre d'identifier le lien côté JS, et à droite, on a le lien qui est encodé en base 64. Et c'est dans une span, c'est pas dans un A, href, etc. Alors, le script qui est au-dessus, vous pourrez utiliser, il est fonctionnel. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre, pour ceux qui connaissent JS, il va ajouter un event sur la page. Et chaque fois qu'un de vos utilisateurs va cliquer sur un élément CSS qui contient la classe démo, il va se mettre en route. Et du coup, il va regarder quoi? Il va regarder ce qu'il y a dans l'attribut dataplop. Il va voir un truc en base 64, il va le décrypter et il va rediriger l'utilisateur. Ce qui fait que pour l'utilisateur, vous aurez exactement le même comportement qu'un lien normal, sauf que Google, à aucun moment, il va se dire « ceci est un lien » et du coup, vous êtes tranquille niveau crawl budget. Donc c'est un truc pour info qui est beaucoup utilisé par tous les mecs qui font de l'affiliation avec Amazon, etc. Hop là. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Du coup, bon, c'est bon niveau timing. Si vous avez des questions, je serai disponible. On a peut-être 2 minutes où je peux en répondre à une vite fait. Et sinon, on peut se retrouver donc, au salon Linus. C'est celui qui est à côté du chargement de portable, en bas. Et j'y serai à 14h. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite question rapide? Ouais. Pourquoi pas utiliser le fichier robot, tout simplement? Bah justement, parce qu'en fait, Google, il va aller quand même voir. En fait, tu lui dis avec le robot... n'y va pas, donc il ne va pas t'indexer, mais potentiellement il va continuer d'aller se balader. Le vrai truc qui est sûr, c'est tu l'empêches logiciellement ou matériellement d'aller dessus. Et au moins tu es 200% sûr. Voilà. Et le robot, en fait, tu le verras souvent sur que ce soit du robot, du noindex, etc. C'est un patch. C'est juste fait pour contourner ça. Enfin, pour contourner des erreurs qui n'ont pas été... Une autre vite fait? Alors en fait, tu vas faire 2 choses. Tu vas virer les liens pour Google, pour plus qu'il aille découvrir de nouvelles facettes. Et pour toutes les facettes qu'il avait déjà enregistrées, parce que tu as récupéré un site en cours, c'est pas un site que tu as lancé, tu vas envoyer du 410. Parce que le nofollow, pareil... Bullshit.